Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Il y a 16 mois, en avril 2023, j'ai lancé ma campagne pour la présidence des États-Unis. J'ai commencé ce voyage en tant que démocrate, le parti de mon père, de mon oncle, un parti auquel j'avais déjà juré allégeance bien avant d'avoir l'âge de voter. J'ai assisté à ma première convention démocrate à l'âge de 6 ans, en 1960. Et à cette époque, les démocrates étaient les champions de la Constitution et des droits civiques. Les démocrates s'opposaient au régime totalitaire, à la censure, au colonialisme, à l'impérialisme et aux guerres injustes. Nous étions le parti des travailleurs, de la classe ouvrière. Les démocrates étaient le parti de la transparence gouvernementale et les champions de l'environnement. Notre parti était le rempart contre les intérêts de l'argent et le pouvoir des entreprises. Fidèle à son nom, c'était le parti de la démocratie. Comme vous le savez, j'ai quitté ce parti en octobre car il s'était éloigné de manière si dramatique des valeurs fondamentales avec lesquelles j'ai grandi. Il est devenu le parti de la guerre, de la censure, de la corruption, des big pharma, des big tech, de l'agro-industrie et de l'argent. Quand il a abandonné la démocratie en annulant les primaires pour dissimuler le déclin cognitif du président en exercice, j'ai quitté le parti pour me présenter comme indépendant. La majorité de la politique et du journalisme américain a ridiculisé ma décision. Le consensus disait qu'il était impossible de même figurer sur le bulletin de vote en tant qu'indépendant, car chaque État impose un enchevêtrement insurmontable de règles arbitraires pour la collecte des signatures. J'aurais besoin de plus d'1 million de signatures, ce qu'aucun candidat indépendant à la présidentielle n'avait jamais réalisé dans l'histoire. Et ensuite, j'aurais besoin d'une équipe d'avocats et de millions de dollars pour gérer toutes les contestations juridiques des démocrates. Nos détracteurs disaient que nous escaladions une montagne de l'impossible. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que nous avons prouvé qu'ils avaient tort. Nous l'avons fait parce que, à l'abri des radars des organes des médias grand public, nous avons inspiré un mouvement politique indépendant massif. Plus de 100 000 bénévoles se sont mobilisés, espérant pouvoir inverser le déclin de notre nation. Beaucoup ont travaillé des journées de 10 heures, parfois dans des tempêtes de neige ou dans une chaleur torride. Ils ont sacrifié du temps en famille, des engagements personnels et du sommeil, mois après mois, dynamisés par une vision partagée d'une nation guérie de ses divisions. Ils ont installé des stands dans des églises et des marchés. Ils ont fait du porte-à-porte. En Utah et dans le New Hampshire, les bénévoles ont collecté des signatures lors de tempêtes de neige, convainquant chaque supporter de s'arrêter dans un froid glacial, d'enlever leurs gants et de signer lisiblement. Pendant une vague de chaleur au Nevada, j'ai rencontré un bénévole grand et athlétique qui m'a joyeusement dit qu'il avait perdu 25 livres, 13 kilos, en connectant des signatures sous une chaleur de 117 degrés Fahrenheit. Pour financer cet effort, de jeunes Américains ont donné l'argent de leur épargne et des personnes âgées ont renoncé à une partie de leur chèque de pension. Notre organisation, couvrant les 50 États, a recueilli ces millions de signatures et plus encore. Aucune campagne présidentielle dans l'histoire politique américaine n'a jamais fait cela. Je veux donc remercier tous ces bénévoles dévoués et féliciter le personnel de campagne qui a coordonné cet exploit logistique énorme. Vos réalisations étaient considérées comme impossibles. Vous m'avez porté au plus haut de cette montagne. Vous avez réalisé un miracle. Vous avez accompli ce que tous les experts disaient impossible. Vous avez ma plus profonde gratitude et je n'oublierai jamais cela. Non seulement pour ce que vous avez fait pour ma campagne, mais pour les sacrifices que vous avez faits parce que vous aimez votre pays. Vous avez montré à tout le monde que la démocratie est encore possible ici. Elle continue de survivre dans la presse et dans les énergies humaines idéalistes qui prospèrent encore sous un voile de négligence et de corruption des institutions. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je ne laisserai pas vos efforts être vains.
Je suis ici pour vous dire que je vais tirer parti de vos formidables réalisations pour servir les idéaux que nous partageons, les idéaux de paix, de prospérité, de liberté, de santé, tous les idéaux qui ont motivé ma campagne. Je suis ici aujourd'hui pour décrire le chemin que vous avez ouvert par votre engagement et votre dur labeur. Maintenant, dans un système honnête, je crois que j'aurais gagné l'élection. Dans un système dans lequel mon père et mes oncles prospéraient, un système avec des débats ouverts, avec des primaires justes, avec des débats programmés régulièrement, des primaires avec des médias vraiment indépendants, non attachés à la propagande gouvernementale et la censure. Dans un système de tribunaux et de commissions électorales non partisanes, tout serait différent. Après tout, les sondages ont constamment montré que je battais chacun des deux candidats, tant en popularité qu'en affrontement direct. Je suis désolé de dire que, bien que la démocratie soit encore vivante à la base, elle est devenue guère plus qu'un slogan pour nos institutions politiques, pour nos médias ou pour notre gouvernement. Et, encore plus triste pour moi, pour le Parti démocrate. Au nom de la sauvegarde de la démocratie, le Parti démocrate s'est employé à démanteler et à manquer de confiance en son candidat, croyant que son candidat pourrait gagner. En ce qui concerne l'élection, le DNC a mené une guerre juridique continue contre à la fois le président Trump et moi-même. Chaque fois que nos bénévoles ont remis ces énormes boîtes de signatures nécessaires pour être sur le bulletin de vote, le DNC, les démocrates, nous ont traînés en justice, État après État, tentant d'effacer le travail de nos bénévoles et de subvertir la volonté des électeurs qui avaient signé ces pétitions. Il a déployé des juges alignés avec les démocrates pour me jeter, ainsi que d'autres candidats, hors du bulletin de vote et pour emprisonner le président Trump. Ils ont organisé une primaire factice, truquée, pour empêcher tout défi sérieux au président Biden. Puis, lorsqu'ils se sont rendus compte de la paisible mauvaise performance lors du débat, ils ont opéré un coup d'État contre le président Biden. Les mêmes opérateurs démocrates nommèrent son successeur, également sans élection. Ils ont installé un candidat si impopulaire auprès de leurs électeurs qu'elle s'est retirée en 2020 sans gagner un seul délégué. Mon oncle et mon père adoraient les débats. Ils se vantaient de leur capacité à tenir tête à n'importe quel adversaire dans la bataille des idées. Ils seraient étonnés d'apprendre qu'un candidat présidentiel du Parti démocrate qui, comme la présidente Harris, n'a pas participé à une seule interview ou une seule rencontre non scriptée avec des électeurs depuis 35 jours. C'est profondément antidémocratique. Comment les gens peuvent-ils juger s'ils ne savent pas qui ils choisissent? Et pour qui passe-t-on auprès du reste du monde? Mon père et mon oncle étaient toujours conscients de l'image de l'Amérique à l'étranger, à cause du rôle de notre nation, en tant que modèle de la démocratie, de modèle des processus démocratiques, et le leader du monde libre. Au lieu de nous montrer sa substance et son caractère, le DNC et ses organes médiatiques ont fabriqué une montée de popularité pour la vice-présidente Harris fondée sur absolument rien. Aucune politique, aucune interview, pas de débat, seulement des effets de fumée et des ballons dans un cirque à Chicago, hautement produits. Là-bas, à Chicago, une série d'orateurs démocrates ont mentionné Donald Trump 147 fois, rien que le premier jour. Qui a besoin de politique quand on a Trump à détester? En revanche, lors de la convention républicaine, le président Biden n'a été mentionné que 2 fois en 4 jours. J'ai fait des interviews tous les jours. Beaucoup d'entre vous, ici, dans la pièce, m'ont interviewé. Quiconque demande peut m'interviewer. Certains jours, j'en ai fait une dizaine. Le président Trump, qui a effectivement été nommé et a gagné une élection, fait également des interviews quotidiennement.
Quand le Parti démocrate a choisi un démocrate qui n'a fait aucune interview et aucun débat pendant tout un cycle électoral, comment est-ce possible? Nous connaissons les réponses. Ils l'ont fait en armant les agences gouvernementales. Ils l'ont fait en abandonnant la démocratie. Ils l'ont fait en poursuivant l'opposition en justice et en privant les électeurs américains de leurs droits. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas la manière dont le Parti démocrate gère ses affaires internes ou dirige ses candidats. Ce qui m'inquiète, c'est le recours à la censure et au contrôle des médias, ainsi que l'armement des agences fédérales. Quand un président des États-Unis collabore avec ou contraint directement les entreprises médiatiques à censurer le discours politique, c'est une attaque contre notre droit le plus sacré, à savoir la liberté d'expression. Et c'est le droit même sur lequel reposent tous nos autres droits constitutionnels. Le président Biden s'est moqué de la victoire écrasante à 88% de Vladimir Poutine lors des élections russes, observant que Poutine et son parti contrôlaient la presse russe et que Poutine empêchait les adversaires sérieux de figurer sur le bulletin de vote. Mais ici, en Amérique, le DNC a également empêché les opposants de figurer sur le bulletin de vote. Et nos chaînes de télévision se sont exposées en tant qu'organe du Parti démocrate. Au cours de plus d'une année, la campagne où mes chiffres de sondage ont parfois atteint 20% d'intention de vote. Les réseaux médiatiques grand public, alignés sur le DNC, ont maintenu un embargo presque parfait sur les interviews avec moi. Pendant ces 10 mois de campagne présidentielle en 1992, Ross Perot a donné 34 interviews sur les grands réseaux publics. En revanche, au cours des 16 derniers mois depuis ma déclaration et mon annonce de devenir président, ABC, NBC, CBS, MSNBC et CNN n'ont accordé que 2 interviews en direct avec moi. Ces réseaux ont plutôt diffusé un déluge continu d'articles diffamatoires avec des insultes souvent fausses et diffamatoires. Certains de ces mêmes réseaux ont conspiré avec le DNC pour me garder hors de la scène du débat. Les représentants de ces réseaux sont dans cette salle en ce moment. Et je vais juste prendre un moment pour vous demander de considérer les nombreuses façons dont vos institutions ont renoncé à cette responsabilité vraiment sacrée, le devoir d'une presse libre, de protéger la démocratie et de toujours contester le parti au pouvoir. Au lieu de maintenir cette posture de scepticisme féroce envers l'autorité, vos institutions se sont faites porte-parole du gouvernement et sténographes des organes du pouvoir. Vous n'avez pas causé seul la dégradation de la démocratie américaine, mais vous auriez pu l'empêcher. La censure des réseaux sociaux par le Parti démocrate a été encore plus un exercice nu du pouvoir exécutif. Cette semaine, un juge fédéral, Terry Doughty, a confirmé mon injonction contre le président Biden, qualifiant le projet de censure de la Maison-Blanche de, je cite, « la violation la plus flagrante du premier amendement dans l'histoire des États-Unis d'Amérique ». Lors de sa décision précédente, dans sa décision de 150 pages, il détaille comment, seulement 37 heures après avoir prêté serment pour défendre la Constitution, le président Biden et sa Maison-Blanche ont ouvert un portail et ont ensuite invité la CIA, le FBI et CISA, qui est une agence de censure. C'est le centre du complexe industriel de la censure, mais aussi le DHS et l'IRS et d'autres agences pour me censurer, ainsi que d'autres dissidents politiques sur les réseaux sociaux. Encore aujourd'hui, les utilisateurs qui essayent de publier mes vidéos de campagne sur Facebook ou YouTube reçoivent des messages disant que ce contenu viole les standards de la communauté. 2 jours après que le juge Doughty a rendu sa décision cette semaine, Facebook attachait encore des étiquettes d'avertissement à une pétition en ligne demandant à ABC de m'inclure dans le débat à venir. Ils ont dit que cela violait leurs standards de communauté. Les médias grand public étaient autrefois les gardiens du premier amendement et des principes démocratiques. Et ils ont rejoint cette attaque systémique contre la démocratie. Ils justifient également leur censure
au motif de combattre la désinformation. Mais les gouvernements et les oppresseurs ne censurent pas les mensonges. Ils n'ont pas peur des mensonges. Ils craignent la vérité. Et c'est ça qu'ils censurent. Je ne veux pas que tout cela ressemble à une plainte personnelle, car ce n'est pas le cas. Pour moi, cela fait partie d'un voyage. Et c'est un voyage dans lequel je me suis inscrit. Mais je dois faire ces observations parce que je pense qu'elles sont essentielles pour que nous fassions ce que nous devons faire en tant que citoyens dans une démocratie. Et c'est d'évaluer où nous sommes dans ce pays et à quoi ressemble encore notre démocratie. Et ce que nous voulons pour le leadership de l'Amérique dans le monde. Sommes-nous vraiment encore un modèle pour la démocratie dans ce pays? Ou l'avons-nous transformé en une sorte de blague? Voici la bonne nouvelle. Bien que les médias grand public m'aient refusé une plateforme critique, ils n'ont pas fait taire mes idées, qui ont particulièrement prospéré parmi les jeunes électeurs et les électeurs indépendants, grâce aux médias alternatifs. Il y a plusieurs mois, j'ai promis au peuple américain que je me retirais de la course si je devenais un fauteur de troubles. Et par fauteur de troubles, je veux dire quelqu'un qui va modifier le résultat d'élection sans avoir pour autant aucune chance de gagner. Dans mon cœur, je ne crois pas que j'ai une voie réaliste vers la victoire électorale face à cette censure systématique et ce contrôle des médias implacable. Je ne peux donc pas, en toute conscience, demander à mon personnel et à mes bénévoles de continuer à travailler de longues heures et de demander à mes donneurs de continuer à donner quand je ne peux honnêtement pas leur dire et leur garantir que j'ai une véritable voie vers la Maison-Blanche. De plus, nos sondages ont constamment montré qu'en restant sur le bulletin de vote dans les États clés, je remettrai probablement l'élection aux démocrates, avec lesquels je suis en désaccord sur les questions les plus essentielles. Comme la censure, la guerre et les maladies chroniques. Je veux que tout le monde sache que je ne termine pas ma campagne. Je la suspends simplement, mais je ne la termine pas. Mon nom restera sur les bulletins dans la plupart des États. Si vous vivez dans un État bleu, vous pourrez voter pour moi sans nuire, ou aider le président Trump ou le vice-président Harris. Dans les États rouges, la même chose s'appliquera. Je vous encourage à voter pour moi. Et si suffisamment d'entre vous votent pour moi et qu'aucun des candidats principaux parmi ne remporte 270 voix, c'est que c'est ce qui est tout à fait possible. En fait, d'ailleurs, aujourd'hui, nos sondages montrent qu'ils sont à égalité, à 269 contre 269 grands électeurs. Et je pourrais encore me retrouver à la Maison-Blanche lors d'une élection contingente. Mais dans environ 10 États clés, où ma présence serait considérée comme un fauteur de troubles, je vais retirer mon nom. Et j'ai déjà commencé ce processus, et j'exhorte les électeurs à ne pas voter pour moi. C'est avec ce sentiment de victoire, et non de défaite, que je suspends mes activités de campagne. Non seulement nous avons fait l'impossible en recueillant 1 million de signatures, mais nous avons changé à jamais la conversation politique nationale. Les maladies chroniques, la liberté d'expression, la corruption gouvernementale, sortir de notre addiction à la guerre, ont pris le centre de la vie politique. Je peux dire à tous ceux qui ont travaillé si dur au cours de ces dernières années et demie, merci pour votre travail bien fait. 3 grandes causes m'ont poussé à entrer dans cette course au départ, principalement. Et ce sont les causes principales qui m'ont persuadé de quitter le Parti démocrate et de me présenter en tant qu'indépendant. Et maintenant, de soutenir le président Trump, les causes étaient la liberté d'expression, la guerre en Ukraine et la guerre contre nos enfants. J'ai déjà décrit certaines de mes expériences personnelles et lutte contre le complexe industriel de la censure gouvernementale. Je veux dire un mot sur la guerre en Ukraine. Le complexe militaro-industriel nous a fourni une justification familière, comme ils le font pour chaque guerre, à savoir que celle-ci est un effort noble pour arrêter un super vilain, Vladimir Poutine, d'envahir l'Ukraine, puis d'empêcher sa marche à la Hitler
à travers l'Europe. En réalité, la petite Ukraine est un pion dans une lutte géopolitique initiée par les ambitions des néoconservateurs américains pour l'hégémonie mondiale américaine. Je n'excuse pas Poutine pour avoir envahi l'Ukraine. Il avait d'autres options. Mais la guerre est la réponse prévisible de la Russie au projet néocon imprudent d'étendre l'OTAN pour encercler la Russie. Un acte hostile. Les médias, crédules, expliquent rarement aux Américains que nous avons retiré unilatéralement les 2 traités d'armes nucléaires intermédiaires avec la Russie. Ils ont ensuite installé des systèmes de missiles Aegis, prêts à l'emploi nucléaire en Roumanie et en Pologne. C'est un acte hostile, c'est hostile. Et que la Maison-Blanche de Biden a, à plusieurs reprises, refusé l'offre de la Russie de régler cette guerre pacifiquement. La guerre en Ukraine a commencé en 2014, lorsque les agences américaines ont renversé le gouvernement démocratiquement élu en Ukraine et installé un gouvernement pro-occidental, qui a lancé cette guerre civile meurtrière contre les Russes ethniques en Ukraine. En 2019, l'Amérique s'est retraitée d'un accord de paix, l'accord de Minsk, qui avait été négocié entre la Russie et l'Ukraine par des nations européennes. Et puis, en avril 2022, nous voulions la guerre. En avril 2022, le président Biden a envoyé Boris Johnson en Ukraine pour forcer le président Zelensky à déchirer un accord de paix qu'il avait déjà signé avec les Russes. Et les Russes retiraient des troupes de Kiev et du Donbass et du Donbass. Et cet accord de paix aurait apporté la paix à la région et aurait permis au Donbass et au Lugansk de rester en Ukraine. Le président Biden a déclaré ce mois-là que son objectif dans la guerre était de changer le régime en Russie. Son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a simultanément expliqué que le but de l'Amérique dans la guerre était d'épuiser l'armée russe, de dégrader sa capacité à combattre ailleurs dans le monde. Ces objectifs, bien sûr, n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent aux Américains sur la protection de la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine est une victime de cette guerre, et c'est une victime de l'Occident. Depuis lors, et de la Russie, depuis la déchirure de cet accord, forçant Zelensky à déchirer l'accord, nous avons gaspillé la fleur de la jeunesse ukrainienne, jusqu'à 600 000 jeunes Ukrainiens et plus de 100 000 jeunes Russes. Aucun d'entre eux, tous ceux que nous devrions pleurer, sont morts. Et l'infrastructure de l'Ukraine est détruite. La guerre a été un désastre pour notre pays aussi. Nous avons gaspillé près de 200 milliards de dollars déjà, et ce sont des dollars dont nos communautés souffrantes ont cruellement besoin dans notre pays. Le pipeline Nord Stream a été saboté, et les sanctions ont détruit la base industrielle de l'Europe, qui formait le bastion de la sécurité nationale américaine. Une Allemagne forte avec une industrie forte est un bien. C'est bien plus fort, bien plus dissuasif pour la Russie qu'une Allemagne désindustrialisée et transformée en simple extension d'une base militaire américaine. Nous avons poussé la Russie dans une alliance désastreuse avec la Chine et l'Iran. Nous sommes plus près d'une guerre nucléaire que jamais depuis 1962. Les néocons à la Maison-Blanche ne semblent pas s'en soucier du tout. Notre autorité morale et notre économie sont en ruine. Et la guerre a donné naissance à l'émergence des BRICS, qui menacent maintenant de remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. C'est une catastrophe de première classe pour notre pays. À en juger par le discours belliqueux d'hier soir à Chicago, nous pouvons supposer que la présidente Harris sera une défenseuse enthousiaste de cela. Et de bien d'autres aventures militaires néoconservatrices. Et le président Trump dit qu'il rouvrira les négociations avec le président Poutine et mettra fin à la guerre du jour au lendemain, dès qu'il deviendra président. Cela seul justifierait mon soutien à sa campagne. L'été dernier, il semblait qu'aucun candidat n'était prêt à négocier une fin rapide à la guerre en Ukraine et s'attaquer à l'épidémie des maladies chroniques ou de protéger la liberté d'expression, nos libertés constitutionnelles,
ou de nettoyer l'influence des entreprises dans notre gouvernement, ou encore à défier les néoconservateurs et leur agenda d'aventurisme militaire sans fin. Mais maintenant, l'un des deux candidats a adopté ces questions comme les siennes, au point qu'il a demandé à m'enrôler dans son administration. Je parle, bien entendu, de Donald Trump. Moins de 2 heures après que le président Trump a échappé de justesse à un assassinat, Ali Means m'a appelé sur mon téléphone. J'étais alors à Las Vegas. Ali est sans doute le principal défenseur de la sécurité alimentaire et de la régénération des sols et de la lutte contre l'épidémie de maladies chroniques qui détruit la santé de l'Amérique et ruine notre économie. Ali a dénoncé la corruption insidieuse de la FDA, du NIH et du HHS et de l'USDA qui a causé l'épidémie. Ali travaillait de manière intermittente pour ma campagne, me conseillant sur ces sujets depuis le début. Et ces sujets ont été mon principal centre d'intérêt pendant les 20 dernières années. J'ai été ravi lorsqu'Ali m'a dit ce jour-là qu'il conseillait également le président Trump. Il m'a dit que le président Trump était impatient de me parler de la maladie chronique et d'autres sujets, et d'explorer des avenues de coopération. Il a demandé si j'accepterais un appel du président. Le président Trump m'a téléphoné quelques minutes plus tard, et je l'ai rencontré le lendemain. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré à nouveau le président Trump, ainsi que les membres de sa famille et de ses conseillers proches en Floride. Au cours de discussions longues et intenses, j'ai été surpris de découvrir que nous étions alignés sur de nombreuses questions clés. Lors de ces réunions, il a suggéré que nous unissions nos forces en tant que parti d'unité. Nous avons également parlé de comment Abraham Lincoln avait fait la même stratégie. Cet arrangement nous permettait de désapprouver publiquement, mais aussi en privé, et férocement si nécessaire, les questions sur lesquelles nous divergeons, tout en travaillant ensemble sur les questions existentielles sur lesquelles nous sommes en accord. J'étais un critique féroce de nombreuses de ces politiques, pendant sa première administration. Il y a encore des questions et des approches sur lesquelles nous continuerons d'avoir des différends très sérieux. Mais nous sommes alignés sur d'autres questions clés, comme la fin des guerres sans fin, la fin de l'épidémie de maladies infantiles, la sécurisation de la frontière et la protection de la liberté d'expression, mais aussi le démantèlement de la capture des agences de réglementation par les entreprises, la sortie des agences de renseignement américaines des affaires de propagande, de censure et de surveillance des Américains, et aussi de l'ingérence dans nos élections. Après ma première discussion avec le président Trump, j'ai essayé, sans succès, d'ouvrir des discussions similaires avec la vice-présidente Harris. La vice-présidente Harris a refusé de me rencontrer ou même de me parler. Suspendre ma candidature est une décision déchirante pour moi, mais je suis convaincu que c'est le meilleur espoir pour mettre fin à la guerre en Ukraine et mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques qui érode la vitalité de notre nation de l'intérieur. Et pour enfin protéger la liberté d'expression, je me sens moralement obligé d'utiliser cette opportunité pour sauver des millions d'enfants américains par-dessus tout. Au cas où certains d'entre vous ne réaliseraient pas à quel point la situation est grave, la santé des enfants et la maladie chronique en général, je vous encourage à regarder la récente interview de Dr. Carlson avec Kelly Means et sa sœur, Dr. Casey Means, qui est la meilleure diplômée de sa promotion à l'école de médecine de Stanford. C'est un problème qui nous affecte bien plus directement et urgemment que n'importe quel problème de guerre culturelle et tous les autres problèmes qui nous obsèdent et déchirent notre pays. C'est le problème le plus important. Par conséquent, il a le potentiel de nous rassembler. Alors, permettez-moi de partager un peu pourquoi je crois que c'est si urgent. Aujourd'hui, nous dépensons plus en soins de santé que n'importe quel autre pays sur Terre. 2 fois plus que ce qu'ils payent en Europe. Et pourtant, nous avons les pires résultats de santé de tous les pays du monde. Nous sommes environ 79e en termes de résultats de santé, derrière le Costa Rica, le Nicaragua et la Mongolie et d'autres pays. Personne n'a un fardeau de maladies chroniques comme nous. Et
Pendant l'épidémie de Covid, nous avons eu le plus grand nombre de décès de tous les pays du monde. Nous avons eu 16% de décès dus au Covid. Et nous avons eu que 0,2% de la population mondiale pourtant. Et le CDC dit que c'est parce que nous sommes les gens les plus malades sur Terre. Nous avons le taux de maladie chronique le plus élevé sur Terre. Et l'Américain moyen qui est mort du Covid avait 3,8 maladies chroniques. Donc, ce sont des personnes qui avaient un effondrement de système immunitaire, qui avaient un dysfonctionnement mitochondrial. Et aucun autre pays n'a quelque chose de similaire. 2/3 des Américains adultes et enfants souffrent de problèmes de santé chroniques. Il y a 50 ans, ce chiffre était inférieur à 1%. Nous sommes donc passés de 1% à 66%. En Amérique, 74% des Américains sont maintenant en surpoids ou obèses. En Amérique, 74% des Américains sont maintenant en surpoids ou obèses, et 50% sont des enfants. Il y a 120 ans, quand quelqu'un était obèse, il était envoyé au cirque. Littéralement. Des rapports de cas d'obésité sur le sujet. Lisez-les. L'obésité était presque inconnue. Au Japon, le taux d'obésité infantile est de 3%, contre 50% ici. La moitié des Américains sont prédiabétiques ou ont un diabète de type 2. Quand mon oncle était président et que j'étais enfant, le diabète juvénile était effectivement inexistant. Un pédiatre typique voyait un cas de diabète pendant toute sa carrière, une carrière de 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, un enfant sur 3 qui franchit la porte de son cabinet est diabétique ou prédiabétique. Et le trouble mitochondrial qui cause le diabète cause également la maladie d'Alzheimer, qui est maintenant classée comme diabète. Et coûte à ce pays plus que notre budget militaire chaque année. Il y a eu une explosion de maladies neurologiques, jamais vue chez les enfants. ADD, ADHD, retard de la parole, retard sur le langage, syndrome de Tourette, narcolepsie, TSS, syndrome d'Asperger, autisme. En l'an 2000, le taux d'autisme était de 1 sur 1500. Maintenant, le taux d'autisme chez les enfants est de 1 sur 36, selon le CDC, à l'échelle nationale. Et personne n'en parle. Un enfant sur 22 en Californie est autiste. Et c'est une crise. 77% de nos enfants sont trop handicapés pour servir dans l'armée américaine. Qu'est-ce qui se passe à notre pays? Et pourquoi cela ne fait pas-t-il plus la une des journaux tous les jours? Personne d'autre dans le monde n'éprouve cela. Cela se produit uniquement en Amérique. Environ 18%, et d'ailleurs, il n'y a aucun changement dans le diagnostic, ce que l'industrie aime parfois dire. Il n'y a eu aucun changement dans le dépistage. C'est un changement d'incidence. Dans ma génération, les hommes de 70 ans, les chances et les taux étaient d'environ de 1 sur 10 000. Et la génération de mes enfants, 1 sur 34. Je répète, en Californie, 1 sur 22. Pourquoi laissons-nous ça se produire? Pourquoi permettons-nous cela à nos enfants? Ce sont les atouts les plus précieux que nous avons dans ce pays. Comment pouvons-nous laisser cela arriver? Environ 18% des adolescents américains souffrent maintenant de stéatose hépatique. C'est comme 1 sur 5. Cette maladie, quand j'étais enfant, n'affectait que les alcooliques, en phase terminale, qui étaient âgés. Les taux de cancer sont en plein essor chez les jeunes et les vieux. Les cancers des jeunes adultes sont en hausse de 79%. Une femme américaine sur 4 prend des antidépresseurs. 40% des adolescents ont un diagnostic de santé mentale. Et 15% des lycéens prennent de l'Adderall. Et un demi-million d'enfants prennent du ISRS. Alors qu'est-ce qui cause cette souffrance? Je vais nommer 2 coupables. Le premier et le pire est la nourriture ultra transformée. Environ 70% de l'alimentation des enfants américains est ultra transformée. Cela signifie qu'elles sont fabriquées industriellement dans une usine. Ces aliments sont composés principalement de sucre transformé, de grains ultra transformés et d'huile végétale. Des scientifiques de laboratoire, dont beaucoup travaillaient autrefois pour l'industrie du tabac et qui ont acheté toutes ces grandes entreprises alimentaires dans les années 1970-1980, ont déployé des milliers de scientifiques pour trouver des produits chimiques,
de nouveaux produits chimiques pour rendre la nourriture plus addictive. Et ces ingénieurs n'existaient pas il y a 100 ans. Les humains ne sont pas biologiquement adaptés pour manger ce genre de choses. Des centaines de ces produits chimiques sont maintenant interdits en Europe, mais omniprésents dans les aliments transformés américains. Le deuxième coupable est les produits chimiques toxiques dans notre alimentation, dans notre médicament et dans notre environnement. Les pesticides, les additifs alimentaires, les médicaments pharmaceutiques et les déchets toxiques imprègnent chaque cellule de notre corps. Cette attaque contre les cellules et les hormones de nos enfants est incessante. Pour ne nommer qu'un problème, beaucoup de ces produits chimiques augmentent l'œstrogène. Parce que les jeunes enfants ingèrent tellement de ces perturbateurs hormonaux, le taux de puberté en Amérique survient maintenant à l'âge de 10 ans, de 10 à 13 ans, ce qui est 6 ans plus tôt que quand les filles atteignaient la puberté en 1900. Notre pays a un taux de puberté le plus précoce de tous les continents sur Terre. Et non, c'est pas à cause d'une meilleure nutrition. Ce n'est pas normal. Le cancer du sein est également déclenché par l'œstrogène et frappe maintenant une femme sur 8. Nous empoisonnons massivement tous nos enfants et nos adultes. Compte tenu du coût humain accablant de cette épidémie tragique de maladies chroniques, il semble presque grossier de mentionner les dommages qu'elle cause à notre économie. Mais je le dirais, elle paralyse les finances de notre nation. Quand mon oncle était président, notre pays ne dépensait rien pour les maladies chroniques. Aujourd'hui, les dépenses de santé publique du gouvernement sont presque toutes consacrées aux maladies chroniques. Et c'est le poste budgétaire le plus en croissance. La maladie chronique coûte plus à l'économie dans son ensemble. Ça coûte au moins 4 000 milliards de dollars, soit 5 fois notre budget militaire. Et c'est un frein de 20% sur tout ce que nous faisons et ce à quoi nous aspirons. Dans les communautés minoritaires, ce fardeau est disproportionné. Les personnes qui s'inquiètent de la diversité, de l'inclusion et du sectarisme de toute nature éclipsent ça. Nous empoisonnons les pauvres, nous empoisonnons systématiquement les minorités au travers de ce pays. Les listes de l'industrie ont fait en sorte que la plupart des programmes de distribution d'aide alimentaire pour le déjeuner, environ 70% des bons alimentaires, 70 ou 77% des déjeuners scolaires, soient des aliments transformés. Il n'y a pas de légumes, il n'y a rien que vous voudriez manger. Nous empoisonnons juste les citoyens pauvres. Et c'est pour ça. Ils ont le fardeau des maladies chroniques le plus élevé de tous les groupes démographiques dans notre pays et le plus élevé au monde. La même industrie alimentaire a fait pression pour que presque toutes les subventions agricoles, les cultures de base qui sont des matières premières de l'industrie alimentaire transformée, ces politiques détruisent les petites exploitations agricoles et elles détruisent nos sols. Nous donnons environ, je pense, 8 fois plus en subventions au tabac qu'aux fruits et légumes. Ça n'a aucun sens. Si nous voulons un pays en bonne santé, la bonne nouvelle est que nous pouvons changer tout ça. Nous pouvons changer cela même très, très rapidement. L'Amérique peut redevenir saine. Pour ce faire, nous devons faire 3 choses. Premièrement, nous devons éradiquer la corruption dans nos agences de santé. Deuxièmement, nous devons changer les incitations dans notre système de santé. Et troisièmement, nous devons inspirer les Américains à redevenir sains. 80% des subventions du NIH vont à des personnes ayant des conflits d'intérêts. Ce sont les personnes, pratiquement tout le monde qui siège. Joe Biden vient de nommer un nouveau panel au NIH pour décider des recommandations alimentaires. Mais ce sont tous des gens de l'industrie. Ce sont tous des gens des entreprises alimentaires transformées. Ils décident de ce que les Américains entendent être sains. Recommandations sur la pyramide alimentaire, de ce qui va dans les programmes de déjeuner scolaire et dans les programmes, vous savez, tous les programmes de bons alimentaires. Ce sont des individus corrompus avec un conflit d'intérêts.
Ces agences, la FDA, l'USDA et le CDC, sont toutes contrôlées par des entreprises géantes à but lucratif. 75% du financement de la FDA ne provient pas des contribuables, mais de l'industrie pharmaceutique. Cadres de l'industrie pharmaceutique, les consultants et les lobbyistes font des allers-retours dans ces agences. Avec le soutien du président Trump, je vais changer cela. Nous allons doter ces agences de scientifiques et de médecins honnêtes qui sont exempts de financement de l'industrie. Nous allons nous assurer que les décisions des consommateurs, des médecins et des patients sont informées par une science impartiale. Un enfant malade est la meilleure chose pour l'industrie pharmaceutique. Pour les enfants américains ou les adultes, quand ils tombent malades avec une condition chronique, ils sont mis sous médicaments toute leur vie. Imaginez ce qui se passe lorsque Medicare commencera à payer pour l'Ozempic, qui coûte 1 500 $ par mois. Et il est recommandé pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Tout cela pour une condition d'obésité qui est complètement évitable et qui n'existait presque pas il y a 100 ans. Et 74% des Américains sont obèses. Le coût, si tous prenaient leur prescription d'Ozempic, est de 3 000 milliards de dollars par an. C'est un médicament fabriqué par Novo Nordisk, la plus grande entreprise d'Europe. C'est une entreprise danoise. Et le gouvernement danois ne le recommande même pas. Il recommande de changer de régime alimentaire pour traiter l'obésité et de faire de l'exercice. Dans notre pays, la recommandation maintenant, c'est l'Ozempic pour les enfants de 6 ans. Novo Nord, la plus grande entreprise d'Europe, et pratiquement toute sa valeur repose sur ses projections de ce qu'elle va vendre, de l'Ozempic qu'elle va vendre à l'Amérique. Et nous avons les lobbyistes alimentaires qui ont un projet de loi devant le Congrès aujourd'hui, soutenu par la Maison-Blanche, soutenu par la vice-présidente Harris et le président Biden. Pour permettre que cela se produise, cette clause de 3 000 milliards de dollars qui va ruiner notre pays. Pour une fraction de ce montant, nous pourrions acheter de la nourriture biologique pour chaque famille américaine, 3 repas par jour, et éliminer complètement le diabète. Nous allons ramener des aliments sains dans les déjeuners scolaires. Nous allons cesser de subventionner les pires aliments avec nos subventions agricoles. Nous allons éliminer les produits chimiques toxiques de notre alimentation. Nous allons réformer tout le système alimentaire. Et pour cela, nous avons besoin d'un nouveau leadership à Washington. Parce que maintenant, le Parti démocrate et républicain sont de mèche avec les grands producteurs alimentaires, Big Pharma et Big Agriculture, qui comptent parmi les principaux donateurs des démocrates. La vice-présidente Harris n'a montré aucun intérêt à aborder cette question. 4 années supplémentaires de règne démocrate achèveront la consolidation du pouvoir des entreprises et des néoconservateurs. Et nos enfants seront ceux qui souffriront le plus. Je me suis impliqué dans les maladies chroniques il y a 20 ans. Non pas parce que je l'avais choisi ou voulu. Cela m'a essentiellement été imposé. C'était un problème qui aurait dû être central pour le mouvement environnemental. J'étais un leader central à cette époque. Mais il était largement ignoré par toutes les institutions, y compris les organisations à but non lucratif qui auraient dû protéger nos enfants contre ces toxines. C'était un problème orphelin, et j'avais une faiblesse pour les orphelins. J'ai vu des générations d'enfants devenir de plus en plus malades. J'avais 11 frères et sœurs, et j'avais 7 enfants moi-même. J'étais conscient de ce qui se passait dans leur classe et avec leurs amis. Et j'ai vu ces enfants malades, ces enfants endommagés. Dans cette génération, presque tous sont endommagés. Et personne au pouvoir ne semble s'en soucier, ou même le remarquer. Pendant 19 ans, j'ai prié chaque matin pour que Dieu me mette en position de mettre fin à cette calamité. La crise des maladies chroniques a été l'une des principales raisons pour laquelle je me suis présenté à la présidence, avec la fin de la censure et la guerre en Ukraine. Mais la raison pour laquelle j'ai pris la décision déchirante de suspendre ma compagne et de soutenir le président Trump, cette décision est déchirante pour moi en raison des difficultés qu'elle cause à ma femme, et à mes enfants et à mes amis. Mais j'ai la certitude que c'est ce que je dois faire. Et cette certitude me donne la paix intérieure, même dans les tempêtes. Si j'ai la chance de résoudre la crise des maladies chroniques et de réformer notre production alimentaire, je promets que dans 2 ans, nous verrons le fardeau des maladies chroniques diminuer de manière significative. Nous rendrons l'Amérique saine à nouveau.
Dans 4 ans, l'Amérique sera un pays en bonne santé. Nous serons plus forts, plus résilients, plus optimistes et plus heureux. Je ne vais pas échouer. En fin de compte, l'avenir, quelle que soit la manière dont il se déroule, est entre les mains de Dieu et entre les mains des électeurs américains et de celles du président Trump. Si le président Trump est élu et honore sa parole, le fardeau immense des maladies chroniques qui démoralisent et ruinent le pays disparaîtra. C'est un voyage spirituel pour moi. J'ai pris ma décision après une prière profonde, à travers une logique rigoureuse, et je me suis demandé quelle décision je devais prendre pour maximiser mes chances de sauver les enfants d'Amérique et de restaurer la santé nationale. J'ai ressenti que si je refusais cette opportunité, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir, sachant que j'aurais pu sauver la vie d'innombrables enfants et d'inverser l'épidémie de maladies chroniques dans ce pays. J'ai 70 ans. Je pourrais avoir une décennie plus efficace. Je ne peux pas imaginer que la présidente Harris me permettrait, ou permettrait à qui que ce soit, de résoudre ces problèmes graves. Après 8 ans de présidence Harris, toute opportunité pour moi de résoudre ce problème sera hors de portée pour toujours. Le président Trump m'a dit qu'il voulait que ce soit son héritage. Je choisis de croire que cette fois-ci, il tiendra parole. Son fils, ses plus grands donateurs, ses amis les plus proches, et tous soutiennent cet objectif. Mon adhésion à la campagne de Trump sera un sacrifice difficile pour ma femme et mes enfants. Mais cela en vaudra la peine s'il y a même une petite chance de sauver ces enfants. En fin de compte, la seule chose qui sauvera notre pays et nos enfants est si nous choisissons d'aimer nos enfants plus que nous détestons les uns les autres. C'est pourquoi j'ai lancé ma campagne pour unifier l'Amérique. Mon père et mon oncle ont laissé une marque si durable sur le caractère de notre nation. Pas autant à cause de la politique particulièrement qu'ils ont promue, mais parce qu'ils ont été capables d'inspirer un amour profond pour notre pays et de fortifier notre sentiment de nous-mêmes en tant que communauté nationale unie par des idéaux. Ils ont pu mettre leur amour dans les institutions et le cœur des Américains ordinaires, et d'unifier un mouvement populiste national d'Américains, noirs et blancs, hispaniques, urbains et ruraux, en inspirant de l'affection et de l'amour à de grands espoirs, et une culture de la gentillesse qui continue de rayonner parmi les Américains grâce à leur mémoire. C'est l'esprit dans lequel j'ai mené ma campagne, et j'ai l'intention de porter la campagne du président Trump. Au lieu de vitriol et de polarisation, je vais faire appel aux valeurs qui nous unissent, les objectifs que nous pourrions atteindre, si seulement nous n'étions pas à la gorge des uns et des autres. Le thème le plus unificateur pour tous les Américains est que nous aimons tous nos enfants. Si nous nous unissons autour de cette question maintenant, nous pourrons enfin leur offrir la protection, la santé et l'avenir qu'ils méritent. Merci à tous.